je vais vous lire un texte que j'ai écrit. Ça s'appelle 18 février 2004, le départ, 17 mars 2014, 10 ans après. C'est un peu personnel, bon, vous allez voir. Février 2004. J'ai eu le privilège de travailler aux côtés de Rouch pendant 30 ans, au Musée de l'Homme, lieu qu'il aimait par-dessus tout, lieu de création, de rencontres, d'art, de liberté, où tout était permis. Et je dois dire que même si parfois il y eut des moments difficiles, dus au mauvais caractère des uns et des autres, cela a été et restera pour moi une expérience inoubliable. Car un des aspects essentiels de Jean, c'est qu'il faisait une entière confiance aux personnes qu'il estimait. Ainsi, il m'a permis de voyager dans le monde entier, d'organiser des manifestations, de participer à des festivals. Il a permis de mettre en contact des gens de tous les continents et d'établir ainsi une sorte de jet society de l'anthropologie visuelle qui se retrouvait régulièrement au Musée de l'Homme. Jean était un poète, un scientifique, un surréaliste, un merveilleux conteur, un passionné de cinéma, un amoureux de la vie, un curieux, toujours à l'affût de nouvelles connaissances. Et puis un jour, le 18 février 2004, il a décidé, sans prévenir personne, de rester définitivement en Afrique. Nous, ses amis, ses proches, sommes tous choqués, tristes, désemparés. Nous nous sentons orphelins et terriblement seuls. Mais je pense qu'il faut réagir, ne pas se laisser abattre, il ne l'aurait pas aimé. Continuer à mettre en pratique et valoriser tout l'immense enseignement qu'il nous a donné et surtout poursuivre les actions qu'il a initiées au Musée de l'Homme. Développer le comité du film ethnographique créé par lui en 1953 et qui lui était si cher. Continuer les mercredis du film ethnographique, commencé il y a plus de 10 ans, avec Germaine Dieterlin, en quête de l'autre et du sacré. Le bilan du film ethnographique, dont il était l'âme depuis 22 ans, et les regards comparés, qui confrontent des points de vue différents sur un même peuple en se souvenant du vieil adage africain, selon lequel l'œil de l'étranger ne voit que ce qu'il sait. Alors, au fil des années, nous continuerons son œuvre en la faisant connaître et en diffusant ses films, dont certains sont devenus des références incontournables, non seulement dans le cadre de l'anthropologie visuelle, mais aussi dans l'histoire du cinéma. Mars 2014. 10 ans après, nous l'avons fait. Aujourd'hui, 17 mars, tous réunis dans cette salle du Musée de l'Homme, qui nous a accueillis si chaleureusement après la fermeture du musée en 2009, nous constatons avec une très grande fierté qu'en dépit de bon nombre d'embûches, d'obstacles pas toujours faciles à surmonter et de difficultés aussi diverses qu'inattendues, nous avons tenu tous ces objectifs. Le bilan du film ethnographique, devenu en 2008 Festival Jean Rouch, n'a cessé de se développer au cours de ces années pour devenir un festival de référence. Les regards comparés, chers à Rouch, ont pu développer et reprendre leur cadence annuelle depuis 3 ans. La diffusion des programmes s'est largement développée en région parisienne, en France et à l'étranger. Les mercredis du film ethnographique ont pris un nouvel essor à la Cité de l'Émigration. Quant à l'œuvre cinématographique de Rouch, elle a été sauvée de justesse grâce à leur prise en charge par les archives du film. Ainsi, les projections de ces œuvres se multiplient aux 4 coins du monde. De plus, les éditions Montparnasse ont publié 3 coffrets DVD des œuvres majeures de Rouch. J'espère qu'il ne nous en voudra pas trop, étant donné son manque d'amour pour la vidéo. Pour mener à bien toutes ces aventures, qui se poursuivront en 2015 avec notre retour sur la colline de Chaillot, nous avons bénéficié de l'influence constante de notre maître fou. Et pour arriver à ce résultat, nous avons toujours eu à l'esprit la formule magique et préférée de Rouch, faire comme si. Alors, tout est possible. Jean, merci pour hier, merci pour demain. Je voudrais lire un texte de Rouch. Ce qui m'a fait pas bon. Ça s'appelle Création et développement, rencontre internationale de la Sorbonne, 12 et 13 février 1983. Pour une internationale du rêve. Puisque je me suis trouvé consigné ce dimanche glacé, avec comme devoir sur table de la Sorbonne, création et relations internationales. J'ai essayé d'imaginer le passage en douane d'un participant. Qu'avez-vous à déclarer ? Je n'ai rien à déclarer. Pas de motion, mais de l'émotion.
Pas de résolution, mais beaucoup de problèmes très élégamment irrésolus. Pas de réalité, mais des rêves, une quantité de rêves. Combien? Des milliers, exactement 1001 rêves. Et vous ne les avez pas déclarés? Il faut acquitter les droits. Nous revendiquons le droit de rêver. Hier, sous la houlette de Giorgio Strehler, berger didacticien, et de Jean Duvigneau, champion toute catégorie de l'imaginaire qui ne sert à rien, nous avons rêvé ensemble, pour le plaisir, pour rien, par parenté à plaisanterie. Nous avons rêvé comme le Peter Ibbotson de Dumouriez, à jamais gravé dans les mémoires cinématographiques par Gary Cooper. Peter Ibbotson, qui le premier partagea ses rêves, qui malgré le titre d'un autre film, ne sont pas des rêves à vendre, puisqu'ils ne servent strictement à rien. Ainsi, nous, solitaires et anxieux, mais heureux aussi de partager notre solitude et notre angoisse, nous, les célibataires, même toujours prêts à déshabiller leur marié, qui n'en a pas fini de descendre l'escalier de Marcel Duchamp, nous, réunis en Sorbonne, hier, 12 février 1983, nous avons, sans le savoir, créé une formidable organisation, l'Internationale des rêves, l'IDR, société à irresponsabilité illimitée de contrebandiers qui déjà mettent en circulation des objets inquiétants. Cher Jack, chers amis, je dirais comme les dogons de la falaise de Bandiagara, dans les très grandes occasions, merci pour le travail, merci pour hier. Jean Rouch, Paris, dimanche 13 février 1983. Simplement, ce que je voulais dire, c'est que quand Cécile Aufort et Isabelle sont venues nous voir pour cette idée de soirée, donc on était en automne, je crois, hein, il y a à peu près de ça maintenant 5-6 mois, on s'est dit avec François, mais comment faire un hommage un peu particulier à Jean, parce que projeter des films comme ça, puis bon, d'en parler, on l'a déjà fait, et puis depuis 10 ans, on l'a fait assez souvent. Et c'est là qu'est venue l'idée de repartir de textes autobiographiques qu'on peut retrouver dans différents ouvrages, notamment dans une réédition extraordinaire de sa thèse, qui est La magie et la religion sont rail, et puis aussi dans différents articles qu'il avait écrits, notamment lors d'un colloque en Grande-Bretagne au milieu des années 90, si je me trompe pas. Et après ça, oui, d'accord, on a fait la sélection des textes, mais qui va les lire? Hein, comme vous avez pu voir, on n'est pas formidable, on n'est pas des très bons lecteurs. Alors, c'est là, on s'est un peu creusé. Et puis, avec Françoise, s'est rappelé de merveilleux moments à Dakar, avec Jean-Claude Carrière, qui nous fait l'honneur donc d'être avec nous ce soir pour cet hommage, et qui a accepté, avec Yorgi Balabanov, qui est réalisateur, qui a connu Jean tout petit, en culotte courte, en gros, arrivant de Bulgarie pour présenter un film, et puis en disant peut-être que ce film, voilà, il vous plaira pas. Bref, le film est pris 6 mois après, il est primé au bilan du film ethnographique en 1984. Donc il n'était pas si mauvais que ça, Yorgi. Cette soirée d'hommage à Jean Rouch est l'occasion de faire entendre, à partir de textes autobiographiques entre réel et légende rouchienne, la passion qu'il voit à son cher musée de l'homme, lieu d'initiation à l'ethnologie, fondateur d'un double destin d'ethnologue et de cinéaste, lieu de gestation et de montage de ses films, de création de son festival, lieu de tous les possibles, et aussi c'était un lieu de rencontre imprévues, des choses qui se faisaient comme ça, l'improvisation, des gens qui venaient de tous les coins du monde. Et tout cela, c'était comme un lieu de rencontre, de toute façon. Pas seulement de cinéma, d'idées, des gens, des choses qui se faisaient tout le temps et qui étaient vraiment formidables. Après, je vais me mettre à lire ce que j'ai. Le lien et l'identification de Jean Rouch au Musée de l'Homme était si fort que Jean-Luc Godard écrivait en 1959 « Jean Rouch n'a pas volé son titre de carte de visite. Chargé de recherche par le Musée de l'Homme, existe-t-il une plus belle définition du cinéaste?
Les textes de Jean Rouch qui vont vous être lus par Jean-Claude Carrière, ami de Rouch, sont issus pour les uns de la nouvelle préface pour la réédition en 1989 de sa thèse Magie et religion sont gays, et pour les autres de l'article L'autre et le sacré, jeu sacré et jeu politique, paru en 1992. Le coup de foudre eut lieu au coin du boulevard Montparnasse et du boulevard Raspail au printemps 1934, alors que je passais mon baccalauréat de mathématiques élémentaires. Dans la vitrine d'une librairie que le soleil de fin d'après-midi illuminait d'un éclairage rasant, étaient exposées 2 grandes pages de la revue Minotaure. L'une, extraite du numéro spécial de cette revue consacrée à la mission Dakar-Djibouti, était la photo inoubliable des masques Kanaga montés sur la terrasse du chasseur Monzé pour son dama. Le dama, c'est le lever de deuil, on peut dire. L'autre était le frontispice du numéro 5 de mai 1934 de la peinture, entre guillemets, métaphysique de Giorgio de Chirico, le duo qu'on appelle aussi les mannequins de la Tour Rose. Tout d'un coup, c'était la rencontre du merveilleux, aussi bien dans la photographie de Marcel Griol des Dogons de la falaise de Bandiagara que dans ces 2 personnages emmaillotés d'inquiétude, et eux aussi montés sur une terrasse du soleil couchant. J'avais été reçu au concours de l'école des Ponts et Chaussées, rue des Saints-Pères, à 2 pas du Flore, des Deux Magots et de l'atelier Perché d'Apollinaire. L'école ouvrait ses portes comme les universités au début novembre. J'eus alors tout le temps de découvrir l'exposition de 1937, le nouveau musée de l'homme, au-dessous duquel, à côté du face-à-face de la croix gammée et de la faucille et du marteau, des pavillons allemands et soviétiques, dans le ravissant pavillon catalan de l'Espagne républicaine, Pablo Picasso exposait pour la première fois sa fresque monumentale de Guernica. Tout en préparant nos examens de sortie de l'école, Pierre Ponty, Jean Sauvy et moi-même, nous allions nous initier à l'Afrique noire dont nous ne savions rien, au musée de l'homme, où nous avions rencontré pour la première fois Marcel Griol, Michel Léris et Germaine Dieterlin. Et un soir de 1941, quelques jours après l'offensive allemande contre l'URSS, à la Cinémathèque, réfugiée elle aussi au musée de l'homme, Langlois présenta, à tout risque, au loin une voile du cinéaste Legotchine, un film sur la première révolte des marins de la mer Noire. Depuis, cet écran de la salle de cinéma du musée est devenu, entre guillemets, un écran de la liberté. Sans la première manche perdue de la guerre, nous n'aurions sans doute jamais rencontré ni l'Afrique noire, ni l'ethnographie. Et après avoir gagné la 2e manche de la guerre, après un été passé à Berlin, où j'ai failli tourner mon premier film Couleur du temps, Berlin, août 1945, c'est en octobre 1945, le retour à Paris. Alors, avec mes camarades retrouvés, Jean Sauvy et Pierre Ponty, nous avons projeté de retourner en Afrique, de descendre le fleuve Niger depuis sa source jusqu'à la mer. Nous avons choisi de faire de l'ethnographie sur les traces de Marcel Griol. Nous avons rêvé de faire du cinéma. Après 2 missions le long du fleuve Niger et la réalisation de 4 films, Jean Rouch s'installe en 1948 au musée pour rédiger sa thèse. À la salle de travail du département d'Afrique noire au musée de l'homme, nous nous entraînions sous l'œil inquiet mais complice de Denise Polm au tir à l'arc avec les flèches lobby des collections. Et André Leroy-Gouron y était le plus adroit. De très belles étudiantes bénévoles, un moment distraites par mes exercices, reprenaient leurs dessins d'objets sur les fiches des réserves. Cela sentait la poussière, le pipi de rat,
et toutes les épices des marchés africains, mais pour moi, c'était un atelier de la Renaissance, où les élèves des écoles buissonnières venaient achever d'un coup de pinceau maladroit le sourire de toutes les Jocondes. Et Michel Léris sortait de son bureau minuscule pour écouter Jean Laude qui, avant d'envoyer son dernier poème à la NRF, nous le lisait de sa voix soudain aussi cassée que celle de Paul Éluard. En fait, cela s'appelait l'insouciance. Pour nous qui aurions dû avoir tant de soucis, mais qui avions décidé de ne pas suivre l'avertissement d'une mère grecque à sa fille, selon Pierre Louis, Jean Rouch va toujours d'un côté à l'autre du monde, ouvrez les guillemets, méfie-toi des jeunes gens qui marchent sur les routes du soir avec des poussières d'or dans leurs cheveux ailés. Préférant suivre le conseil d'Ampateba au maître africain de la parole, soyez futiles, soyez utiles. En cette même année de 1948, j'avais rencontré au Festival du film Maudit, organisé à Biarritz, ces aventuriers inconnus sans savoir qu'ils seraient à jamais mes amis. Henri Langlois, Jacques Doniol-Valcroze, André Bazin, René Clément et ce collégien timide, François Truffaut. Et aussi le producteur Pierre Braunberger, qui avait été enthousiasmé au sens dionysien du mot par l'un de mes premiers films, Initiation à la danse des possédés, primé à ce festival avec Le deuil sied à Electre de Karl Dreyer. Place au cinéma. Il va vous être projeté Initiation à la danse des possédés, premier essai filmique consacré à la possession Songhai au Niger, tourné au début de l'année 1948, lors de la deuxième mission de recherche de Jean Rouch. Ce documentaire de cinéma au long cours, ainsi défini par le critique André Bazin, se ressent d'abord du caractère nouveau de l'exploration qui se veut scientifique et ethnographique. C'est le Niger, dans la région de l'archipel de Tillabéri, où il se sépare en 100 bras, qui cernent les îles de Rapide. Dans cette région, un seul moyen de transport, la pirogue. Sur les îles se tiennent les villages sans rail. Au grenier, cet homme, c'est Yakori Beibatan, le joueur de violon, qui a été appelé dans l'un de ces villages, le village de Firgoun, pour une fête religieuse.
prêtres sont venus l'accueillir au bord du fleuve. Et ils le conduisent à travers les rues de ce village, exactement où doit avoir lieu la fête. Une femme de ce village, une de ces pileuses de mille, Zaba, est malade depuis plusieurs mois. Elle est possédée par deux génies, le génie Nyaberi et le génie Mossi. Et aujourd'hui va commencer le Horendi, la fête d'initiation, qui va durer pendant 7 jours, et où on va apprendre à cette femme les pas de danse qui lui permettront d'être possédée simplement lorsque les hommes le voudront. Les prêtres discutent entre eux pour savoir quand doit commencer la fête. Et Yankori, le joueur de violon, tend les crins sur la peau d'iguane de son instrument. À côté, Zumo, la joueuse de longues baguettes qui vont servir à battre les calebasses. Et le violon commence à résonner et les joueurs de calebasses vont battre leur instrument car c'est la musique qu'aiment les génies. Dans cette case de natte, Zaba a été enfermé depuis la veille au soir. Et le Zima, le prêtre vêtu de bleu, fait sortir les femmes déjà initiées, car pour le premier jour de la fête, on organise une danse. Les femmes vont danser les unes après les autres, tâtant d'un fil invisible pour savoir parmi ces dieux celui qui consentira à venir s'incarner pendant quelques instants sur ces corps fatigués, et les prêtres demanderont aux dieux de patronner la fête. Après la danse du Zima, toutes les autres femmes vont danser, ainsi devant l'orchestre. Ce sont des femmes pour lesquelles on a fait, il y a 5 ans, il y a 2 ans ou peut-être l'année dernière, une cérémonie semblable à celle qui a lieu aujourd'hui. Mais maintenant, elles sont initiées. Et leurs crises, leurs délires n'ont plus lieu qu'au cours de ces cérémonies. Et dans ces danses, ce sont souvent les spectateurs qui jouent le rôle d'acteurs. Ce n'est pas parmi les danseuses que s'incarnera la première divinité. Un cri a retenti à l'intérieur de la case. Une jeune fille, Kadi, est possédée par Facio. Et voici Facio, car ce n'est plus Kadi qui est là devant nous. C'est Facio, le génie lui-même, qui sort à reculons et à genoux. C'est dans le droit fil de ce trajet périlleux que j'ai réalisé en 1955 le film Les Maîtres Fous. Cela se passa dans la salle de cinéma du Musée de l'Homme, la salle à l'écran de la Liberté, en mai 1955, où nous tenions la seconde semaine internationale du film ethnographique. Le film du 16 mm Kodachrome sortait du laboratoire de développement Kodak et je le passais en muet, mais en improvisant un commentaire. J'étais dans la cabine de projection et par la fenêtre ouverte, j'entendais monter de la salle un vent de révolte et de protestation. Quand je redescendis, je fus accueilli par des huées. Marcel Griol, mon directeur de thèse, était rouge de colère. Il faut détruire ce film, immédiatement. Et le premier cinéaste africain, Pauline Vieira, alors élève de l'IDEC et critique de films à la revue Présence africaine, était gris de rage. Jean, pour une fois, je suis d'accord avec le professeur Griol, ce film est un scandale, il faut le détruire. Seul, l'ethnologue cinéaste Luc de Heusch, futur professeur à l'Université libre de Bruxelles, réagit favorablement. Jean, ne les écoute pas. Dans 10 ans, ce film sera un classique. Pierre Brunberger fit agrandir l'original Kodachrome 16 mm, celui-là même que j'avais projeté au Musée de l'Homme, un Eastman négatif couleur 35 mm. C'était pour moi la découverte des techniques du vrai cinéma et pour Suzanne Baron, la monteuse, la découverte de ce nouveau cinéma sans numérotage, sans clap, sans synchronisme. On arriva à la phase essentielle du commentaire. Je décidai donc
de l'enregistrer à l'image, dans la salle de projection du Musée de l'Homme d'un seul coup. J'avais le texte écrit, mais au dernier moment, Cotin, l'ingénieur du son, tous ces noms me rappellent quelque chose. J'ai travaillé avec Suzanne Baron, avec Cotin. Enfin, Suzanne Baron était la monteuse de Tati, puis du tambour de Schlendorf, etc. J'avais le texte écrit, mais au dernier moment, Cotin, l'ingénieur du son, estima que ma voix était meilleure si je parlais debout. On prit donc tous les risques en éteignant tous les éclairages. Cotin réglait le volume aux écouteurs et moi j'essayais d'être toujours à la même distance du micro. Je regardais les images et je parlais. J'avais très curieusement l'impression de vivre une nouvelle séance du théâtre de la cruauté au Vieux-Colombier, théâtre d'Antonin Artaud, et d'être en quelque sorte possédé par un autre personnage, un conférencier sur les locomotives. Je m'entendais parler d'une voix singulière comme si je me racontais à moi-même une histoire que je connaissais très bien. C'était la première épreuve de ce que j'ai appelé plus tard, en m'inspirant de Dziga Vertov, le ciné-trans. Le film était terminé, mais une autre aventure commençait. Il fit scandale au Festival de Venise, qui lui accorda tout de même son prix du documentaire. Il fit un plus gros scandale à Londres, quand j'essayais d'obtenir un visa de censure pour pouvoir projeter le film à Accra, chez les Aouka. La censure anglaise, déjà offusquée par le sacrifice du chien, fut scandalisée par le lieutenant cassant un œuf sur la tête de la statue du gouverneur. Car le gouverneur représente la reine, et il est complètement inconvenant de montrer un œuf cassé sur la tête de la reine d'Angleterre. En salle à Paris, il fit aussi scandale. Pierre Bromberger le programma au cinéma La Pagode comme complément de programme de La Nuit des Forains, premier film de Bergman sur les écrans parisiens. Marie Merson, à qui j'avais expliqué le double sens du titre, ceux qui sont maîtres de leur folie, mais dont les maîtres sont des fous, fit une projection spéciale pour Louise Buñuel qui fut très surpris, mais resta muet. Peut-être y avait-il vu une allusion malveillante au chien andalou, je peux certifier que non. Buñuel avait été très frappé par le film et m'en a souvent parlé. Peter Brook utilisa largement ce film, c'est vrai, pour entraîner les acteurs qui joueraient Marassad. Et non seulement pour Marassad, mais pour d'autres spectacles. Puis il organisa un voyage d'études au Niger et au Nigeria pour confronter au soleil noir de la mélancolie une glossolalie sauvage avec la Commedia dell'arte. Et cela lui permit, avec la complicité du garde maître fou, moi-même, de diriger les extraordinaires performances de Douta Seck et de Fifi Tamsir Niane, acteurs inspirés de la fabuleuse nuit indienne du Mahabharata dans les carrières de Villeneuve-les-Avignon. Non, l'agent se trompe, c'était les carrières de Boulbon, en 1985. 60 ans, jour pour jour, après le tournage de Maître Fou, chef-d'œuvre du cinéma direct, confrontons-nous à nouveau à cette réalité si dérangeante à l'époque et qui aujourd'hui l'est encore pour de nombreux spectateurs. Jean, vous l'avez rencontré à quel moment? Parce que là, il est question du Mahabharata, donc on est au milieu des années 80. Dans les années 70, je ne me rappelle plus exactement où. Nous sommes vus très souvent, nous avons fait partie tous les deux du conseil d'administration de la Cinémathèque. Je suis avec lui en Afrique. Enfin, nous avons participé à plusieurs fêtes au musée des Arts Forains, qu'il adorait à Paris. Et enfin, je pourrais vous parler très très longtemps de lui, mais il y a une histoire de lui que j'ai retenue qui m'a beaucoup plu. Quand il a tourné son film je crois que c'était au Niger, la chasse à l'hippopotame. Bataille sur le Grand Fleuve, peut-être? Oui, Bataille sur le Grand Fleuve. Il a donc passé quelque temps dans un village africain. Il a tourné avec eux, l'hippopotame. Il a enregistré leur voix, les musiques. Puis il est revenu à Dakar pour monter le film. Il m'a raconté. Après quoi, il est quelques mois plus tard, ou peut-être un an plus tard, il est revenu faire une projection dans le village où il avait tourné. Et on a tendu c'était une grande première. On a tendu un drap blanc, me racontait-il. On a mis l'appareil de projection qu'il avait amené, un groupe électrogène, et on a projeté le film. Et les gens étaient très très émus parce qu'ils se reconnaissaient. Ils n'ont fait aucune difficulté pour se reconnaître. Ils voyaient même des gens de leur famille qui étaient morts et qu'ils revoyaient
entre guillemets, vivant. Et à la fin, ils ont beaucoup remercié Jean Rouch. Ils lui ont dit, c'est un fait merveilleux, magnifique, tu nous as fait revivre, tu nous as montré nous-mêmes. Il n'y a qu'une chose, ils lui ont dit, c'est la musique va pas. La musique, c'est pas... Mais Jean Rouch leur a dit, c'est votre musique, je l'ai enregistrée ici. Oui, c'est notre musique, mais si tu joues cette musique quand tu vas chasser l'hippopotame, Et alors, votre complicité avec Jean au niveau du cinéma, ça se passait... On n'a jamais... Enfin, on a travaillé sur le film de Fifi, dont il parle, Barque ou mariage. Fifi était une de nos comédiennes. Elle a joué dans le Mahabharata avec Peter Brook et elle est restée avec nous quelque temps. Et elle avait écrit cette pièce dont elle a voulu faire un film chez elle, au Sénégal. Et elle m'a demandé d'aller avec elle et avec Jean Rouch. Donc nous avons accompagné Fifi pour l'aider, la conseiller. Peut-être ai-je un peu retouché le scénario, je ne me rappelle plus très bien. Mais nous avons passé quelque temps. Moi, j'ai donc eu la chance de passer quelque temps avec Jean Rouch, plusieurs semaines au Sénégal et d'aller un peu partout dans des villages. C'était assez magnifique. Je racontais tout à l'heure que Douta Seck, dont il parle dans le texte, aussi un de nos acteurs africains dans le Mahabharata, habitait Dakar, mais je ne savais pas très bien où. On m'a dit il habite dans cette rue, une rue assez longue qui donnait sur la mer. Alors j'y suis allé un jour et j'ai crié très fort « Douta !» Et j'ai entendu « Oui !» Et il est sorti d'une des maisons et nous avons passé une après-midi ensemble. Parce que j'ai beaucoup de souvenirs que je pourrais vous raconter avec Jean. Mais vous pouvez, c'est l'occasion. Il y en a quelques-uns en tout cas, peut-être. Non, voulez-nous les faire partager? Non, je me rappelle plus très bien lesquels, mais en tout cas, ce voyage-là, évidemment, m'avait beaucoup frappé. Parce qu'être avec Jean Rouch en Afrique, c'est comme s'il vous invitait chez lui. C'est-à-dire, il était chez lui en Afrique, on allait dans sa maison. Oui, je me souviens d'un truc qui nous avait frappé tous les deux. Cette Fifi était d'origine guinéenne. Et elle avait quitté la Guinée au moment où Sékou Touré avait pris le pouvoir pour venir avec sa famille se réfugier à Dakar, au Sénégal. Et elle était la fille d'un historien très connu et qui avait fait des études à Paris, d'une bonne, ce qu'on appellerions une bonne famille. Et un soir, il nous invite à dîner, Jean et moi, chez eux, dans la maison de leur maison de famille. Nous arrivons à l'heure dite, vers 8h, 9h du soir. Nous rentrons et nous voyons toute la famille dans une maison très convenable, assez européanisée, devant la télévision, en train de regarder Dallas. Et Jean Rouch et moi, nous sommes restés sidérés. Parce qu'on se parlait à voix basse et on disait, mais qu'est-ce qu'ils regardent ? Ils regardent un film qui, de toute façon, ne leur parle pas d'eux-mêmes, ce qui en soi n'est pas un mal, mais qui est probablement fait par des gens qui seraient incapables de situer le Sénégal sur une carte muette d'Afrique. Très probablement. En plus, Jean me disait, il regarde une image de l'Amérique qui est celle de Dallas et qui n'est pas forcément la bonne. Au point de vue d'un ethnographe, il est certain qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur Dallas, au point de vue d'un ethnographe qui s'intéresserait aux États-Unis. Et on s'est regardé comme ça et on s'est dit, voilà, nous sommes en face de deux mensonges. Et alors, de Jean, quelle est l'image que vous retiendrez à 80 ans, plongeant dans une piscine à Dakar, la piscine. À minuit. Voilà. À minuit, en fait. Oui, parce que souvent, c'était en fin de matinée. Une vitalité extraordinaire. Et d'ailleurs, il est mort vivant. On peut dire qu'il est mort en pleine action. Il est mort dans un accident. Sinon, il serait encore là. Oui, c'est sûr. Oui. Il serait encore là. Un vivant, d'un homme très drôle, complètement possédé par sa passion. On peut dire que c'était sa passion. C'est quand même quelqu'un qui a inventé un genre, qui a inventé le cinéma ethnographique. On peut dire qu'avant lui, ça n'existait pas. Il a eu pas mal d'élèves depuis, dont certains sont ici. Et toi, Yorgi, l'image de Jean ? L'image de Jean, c'est son sourire malin. Ça veut dire tout s'est caché derrière. Et je me souviens quand je l'ai vu pour la première fois, parce que je suis
venu à Paris avec l'idée de fuir la Bulgarie communiste. Il y avait un film qui était sélectionné au bilan de film ethnographique et j'ai pensé tout le temps que je suis espionné par l'ambassade bulgare. Je ne sais pas qu'ils vont me voir comment je vais entrer dans ce musée parce que je suis venu avec l'aide des amis, j'ai eu une visa et je trouve le musée, l'adresse. Et à cet endroit, je vois pour la première fois Françoise. Et j'ai dit, excusez, madame, c'est ici, Musée de l'Homme. Elle me regarde un peu comme ça, hostile, d'après moi, parce que parce que peut-être elle sait que je vais quitter la Bulgarie. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle pense. Oui, non, mais c'était vraiment une folie pour moi à cette époque. Je voyais partout les espions bulgares. Et me dit, écoutez, moi j'ai eu un film ici au bilan. Elle dit, ah, qui êtes-vous? Je dis, je m'appelle. Oh, très bien. Et parce que je vous cherchais, parce qu'on veut avoir que vous nous donnez les droits de votre film. Je dis, mais je n'ai pas les droits, c'est l'État. D'abord, j'ai aucun droit sur mes films. Et après, je demandais, est-ce que je peux voir Monsieur Jean Rouch, parce que je connaissais par nom ce nom très célèbre. Il dit, mais non, il est en Afrique. J'ai dit, ah, qu'est-ce que je vais faire? J'ai le droit de rester en France un mois seulement. Elle m'a dit, mais non, il va revenir dans une semaine. Et après, je le vois et j'aimerais raconter cette histoire. Et c'est la première personne à laquelle j'ai avoué mon envie de quitter la Bulgarie. Il me dit, mais qu'est-ce que vous allez foutre là? Parce qu'entre-temps, on a fait une projection d'un de mes films que j'avais ramené avec moi. D'abord, c'était Françoise qui l'a vu seule. Et elle a dit, après, venez, on va le montrer, c'est un très bon film. Et mais j'ai dit, mais je ne sais pas, mais je ne vais pas vivre en Bulgarie. Il m'a dit, mais ici, qu'est-ce que vous allez faire? Des réclames de Coca-Cola ou autre? J'ai dit, peut-être rien. Et donc, on fait avec lui un plan, comme quoi je serai un étudiant ici, faisant un doctorat ou je ne sais pas, quelque chose que j'ai jamais envisagé de faire. Tout était faux. Il m'avait écrit une très belle lettre. Et avec cette lettre dans laquelle, parce que j'ai dit, mais peut-être il faut que j'écrive une thèse sur le cinéma documentaire bulgare, ça va les impressionner, les autorités. Je vais à l'ambassade et je tombe sur le conseiller culturel, certain Marinov, qui était un flic évidemment, et je lui donne la feuille. Il lit. Et je vois dans un moment que ça ne marche pas du tout. Il me dit, jeune homme, parce qu'à cette époque, j'étais jeune quand même, je vois que vous êtes naïf. Je me dis, il a tout compris, celui-là. Et il me dit, mais ce Jean Rouch, on va lui donner tout ce qu'il veut. Ça veut dire toute l'information. Ça veut dire, comme ça, il va nous espionner sans qu'il fasse aucun effort. Donc, il va se voir avec cette thèse sur la Bulgarie. Et j'ai dit, mais si c'est sur le cinéma français, c'est faisable? Il dit, mais oui. Et donc, je rentre le jour même, je raconte l'histoire à Jean qui tombe comme ça sur terre. Il a rien au minimum 5 minutes comme ça. Et après, il m'a écrit un titre qui est... Seulement les gens qui le connaissent peuvent imaginer ce qu'il a écrit. C'était un titre de thèse sur le cinéma français, sur 5 lignes, mais dans laquelle tu ne comprenais rien de quoi il s'agit, mais c'est tellement complexe et compliqué que tu te dis c'est un truc énorme. Il me dit parce que comme ça tu vas lui dire que tu dois rester ici au minimum 2 ans. Et donc je vais de nouveau, mais déjà le cœur un peu serré parce qu'il s'agissait de mon passeport et de mon séjour en France. Il le regarde, il le dit, et il dit, cette fois c'est bien. Avant de voir Les Maîtres Fous, je vous fais une confidence, mais qui est absolument authentique, c'est que j'ai découvert que vers le début du 19e siècle, j'ai eu un ancêtre qui s'appelait Jean Rouch.
Accra, capitale de la Gold Coast, est une véritable Babylone noire. Ici se retrouvent des hommes venus de toute l'Afrique occidentale, de Nigeria, du Niger, de Haute-Volta, du Soudan, pour vivre la grande aventure des villes africaines. Dans ces villes, le trafic ne s'arrête jamais, le bruit ne s'arrête jamais. À Accra, la communauté la plus intéressante est peut-être celle des Abrama, des Sonrai et des Djerma venus de la région de Gao et de Niamey. Ils sont dockers sur le port. Ils sont sumuguli, smugglers, contrebandiers. Ils sont kaya-kaya, porteurs et manœuvres. Grass boy, fabricants de gazon anglais. Hygiene boys, tueurs de moustiques. Cattle boys, bergers et marchands de troupeaux sur les grands marchés d'Accra ou de Koumassi. Bottle boys, marchands de vieilles bouteilles de bière. Tin boys, marchands de bidons vides. Timber boys, marchands de bois de charpente. Gutter boys, nettoyeurs de caniveaux dans les grandes villes. Gold mine boys, les garçons des mines d'or. Et tout le jour et toute la nuit, dans les bars, Weekend in California, Weekend in Havana, résonnent les calypsos venus des West Indies. Tous les samedis et tous les dimanches, des cortèges parcourent les villes. Ce sont des Yoruba qui célèbrent un mariage. Ce sont des prostituées à Oussa qui font une manifestation contre la baisse des salaires. Ce sont les petites sœurs du Christ qui chantent leur foi dans les rues. Alors, devant ce bruit, devant ces fanfares, les hommes venus des calmes savanes du Nord doivent se réfugier dans les faubourgs de la ville. Et là, tous les dimanches soirs, ils se livrent à des cérémonies que l'on connaît encore très mal. Ils appellent les dieux nouveaux, les dieux de la ville, les dieux de la technique, les dieux de la force, les Hauka. Le quartier général des Hauka est à Accra. C'est le Salt Market, le marché du sel. C'est là que les membres de la secte se retrouvent tous les soirs après le travail, réunis autour de Mukaila Kiri, Mukaila du sel. Ils font mine de lire le journal comme Gerba avec sa chemise à carreaux. Ils viennent jouer aux cartes. Et ceux qui n'ont pas eu de crise depuis une semaine gisent sur les bas-flancs, indifférents à la guitare qui joue pourtant les grands airs des Hauka. Un dimanche matin, dans des camions de louage, dans des voitures particulières, dans des taxis, tous les membres de la secte quittent la ville. Ils abandonnent bientôt la grande route pour prendre cette route qui fut peut-être la première route macadamisée d'Afrique et qui aujourd'hui est envahie par les herbes folles. Puis, il faut par une marche d'1 heure gagner la concession de Muntieba. Muntieba, un homme du Niger, planteur de cacao, qui est le grand prêtre de tous les Hauka. Les chiffons de couleur sont pendus dans le ciel. Ils s'appellent Union Jack. Et au-dessous se trouve la statue du gouverneur, avec ses moustaches, son sabre, son fusil, ses chevaux. La première partie de la cérémonie est la présentation d'un nouveau. C'est un homme, il est tombé malade il y a 1 mois. Depuis 1 mois, il a des crises continuelles. Il couche dans les cimetières, il déterre des cadavres. Les hommes savent simplement qu'il est possédé par un Hauka. Et Mukaila Kiri, avec son chapeau mou, veille sur lui. Il n'a pas le droit encore de porter un casque.
Dans 2 mois, 3 mois peut-être, il sera initié quand il le demandera. Mais pour le moment, c'est la simple présentation. Il sort avec 2 fusils de bois qu'il claque pour imiter les détonations. Et il menace les anciens. Aussitôt, ceux-ci sont pris d'un début de crise. Il faut saluer le nouveau. Et l'un d'eux, croyant que c'est l'initiation qui commence, se précipite sur le nouveau pour le battre, car c'est ainsi que se fait l'initiation. On les sépare, mais le nouveau est très mal en point. La présentation est finie. Un nouvel Union Jack a été mis dans le ciel par Muntieba. La deuxième partie de la cérémonie, c'est la confession publique. Autour de l'autel de béton armé, les Haouka qui sont coupables doivent s'accuser. Celui-ci s'accuse. J'ai eu des relations sexuelles avec la femme d'un de mes camarades. Depuis 2 mois, je suis impuissant. Celui-ci dit, je ne suis jamais parfumé, je ne me lave jamais, je suis sale, je ne suis pas élégant. Celui-là dit, je me moque des Haouka, je dis quelquefois qu'ils n'existent pas et que je n'appartiens pas au groupe. Les amendes sont données, un bélier et un poulet. Au coup de sifflet, les Haouka se rassemblent en ligne sur 2 rangs, les punis d'un côté, ceux qui ne sont pas punis de l'autre. L'un des aides de Muntieba tenant l'un des poulets du sacrifice secoue son bras d'arrière en avant pour dire au Dieu, nous te donnons ce poulet, ni devant, ni derrière, mais au milieu. Le sang est versé sur l'autel de béton armé et sur une termitière peinte en noir et blanc, le palais du gouverneur. Et les punis viennent faire le grand serment sur l'autel imbibé de sang. Nous jurons de ne pas recommencer. Si nous recommençons, nous demandons à notre Haouka de nous punir par la mort. Les punis sont conduits hors de la concession. Il faudra qu'ils soient possédés pour pouvoir revenir dans le cercle sacré. Pour parfaire la purification, Muntieba fait une libation de djinn. Il arrose les arbres sacrés, les perches de l'Union Jack et la termitière du palais du gouvernement. Sur le palais du gouvernement, il y a le télégramme-lettre, un programme de cinéma, la marque de Zorro. Au-dessus, il y a le secrétariat général, là où Muntieba garde les œufs des sacrifices. Et gardé par une sentinelle, Muntieba casse ses œufs sur les marches et sur les balcons du palais du gouvernement. Il est 10 heures du matin. Il pleut. Un violoniste est venu avec son violon monocorde et joue les airs des Haouka. Les hommes attendent. Et Muntieba s'est endormi la tête contre le palais du gouvernement. Ce qu'ils attendent, c'est un chien. Pourquoi un chien? Parce que justement, c'est un interdit alimentaire total. Si les Haouka tuent et mangent un chien, ils montreront qu'ils sont plus forts que les autres hommes noirs ou blancs. On prépare les fusils, les écharpes rouges de commandement. Et tout est rassemblé autour de l'autel du sacrifice. Alors, la danse commence. C'est Muntieba qui ouvre la danse, car il faut que tous les Haouka soient possédés. Les sentinelles entourent les danseurs. Ils tiennent les fusils de bois ou des cravaches faites avec des courroies de ventilateurs de camions.
Gerba, l'un des punis, entendant la musique, veut se mêler au cercle des danseurs. Mais il n'a pas le droit d'être là, puisqu'il n'est pas encore possédé. Et Munkieba le chasse vers la brousse. L'impuissant aussi est chassé. Et des sentinelles sont placées tout autour de la concession. Claquant les fusils de bois, elles interdisent l'entrée des punis. D'autres sentinelles tiennent sous leur feu ceux qui vont être possédés, dans la position du tireur debout ou du tireur couché. Et la possession commence, lentement par le pied gauche, puis par le pied droit. Elle monte par les mains, les bras, les épaules et la tête. Et le premier possédé se lève. C'est Capral Gardi, le caporal de garde. Il salue tout le monde. Puis, il demande du feu. Du feu pour se brûler, pour montrer qu'il n'est plus un homme, mais un Hauka. Devant ces saluts, un nouveau possédé se met à hurler. C'est Gerba, l'un des punis qui est dans la brousse. Gerba, qui est possédé par le Hauka Samkaki, le conducteur de locomotive. Retroussant ses shorts, et le conducteur de locomotive va ramasser tous les fusils pour les porter sur l'autel du sacrifice. Le caporal de garde a reçu des écharpes rouges de commandement. Et le troisième possédé se lève. C'est Captain Malia, le capitaine de la mer Rouge, qui marche en faisant le slow march, la marche de parade de l'armée britannique. La locomotive a reçu aussi ses écharpes de commandement. Et voilà le quatrième possédé, Madame Lokotoro. Madame Lokotoro, la femme du docteur. Madame Lokotoro minaude et reçoit une robe de femme. Le caporal de garde continue ses saluts empressés. Et la locomotive fait l'aller-retour entre le palais du gouvernement et la pierre de sacrifice. D'autres possédés sont en train de venir. Voici lieutenant Malia, le lieutenant de la mer Rouge. La respiration devient difficile, les yeux se révulsent. À côté, c'est le gouverneur qui est en train de venir. Le lieutenant appelle à l'aide. Mais c'est le caporal de garde qui vient aider le gouverneur. Le gouverneur est debout. Il parle français, il insulte tout le monde. Il appelle son lieutenant, et son lieutenant lui fait signe, il dit « Je t'entends, mais je ne suis pas encore arrivé. » Et le lieutenant vient saluer son gouverneur. Une femme est tombée sur le sol. C'est la Magazia, l'une des reines des prostituées d'Accra. Elle est possédée par un génie femme, Madame Salma. Madame Salma, c'est la femme du lieutenant Salmon, l'un des officiers français qui vint le premier au Niger à la fin du siècle dernier. Madame Salma a reçu la robe et le casque colonial. Elle va faire l'inspection de la nouvelle statue du gouverneur. Puis le lieutenant casse un œuf sur la tête du gouverneur. Pourquoi un œuf? Pour imiter le plumet que les gouverneurs britanniques
portent sur leur casque, car le voilà, le véritable gouverneur. Au Trooping de Colors, de l'ouverture de l'Assemblée à Accra. Le canon tonne, et dans cette foule, il y a des Aoukas qui sont venus ici pour chercher leur modèle. Et si l'ordre est différent, ici et là, le protocole est bien le même. L'état-major se réunit pour l'inspection du palais du gouvernement. Le caporal de garde se tient à l'entrée et le gouverneur et le lieutenant viennent voir si le bâtiment a été peint à neuf. Muntieba, qui en est responsable, est inquiet. Si le gouverneur se plaint, il aura une amende, un mouton, un bœuf peut-être. Et le gouverneur est satisfait. Cet homme vêtu de bleu est possédé par le général. Le gouverneur insulte le général et le capitaine dit « Moi, gouverneur, je vais aller chercher le général ». Le général, furieux, fait une petite colère. « C'est toujours pareil, dit-il. On ne veut jamais m'écouter, moi, général. » Le gouverneur s'approche et l'invite à un Round Table Conference, une conférence de la table ronde. Le général demande son ordonnance. Le soldat Tiemoko s'assomme à moitié, se relève et vient présenter ses devoirs à son général. Et de brousse arrivent les derniers possédés. Le secrétaire général, Maimota, le chauffeur de camion. Commandant Mougou, le méchant commandant. Le méchant commandant vient présenter ses respects à son général qui lui dit « Brûle-toi comme les autres ». Et le gouverneur lui dit « Montre que tu es vraiment le commandant méchant ». Et le commandant prend une torche si petite que le général l'insulte. Il demande que l'on apporte une torche plus grande. Le commandant la prend, il met le feu à sa chemise de rayonne, on est forcé d'éteindre le méchant commandant. Et le gouverneur réunit une nouvelle conférence de la table ronde. C'est la conférence du chien. Tous les Aoukas maintenant sont venus. Il faut sacrifier le chien, il faut le manger. Le capitaine voudrait faire le sacrifice. C'est l'homme tranquille, Mukaila Kiri, qui va quand même égorger la bête pour éviter qu'il y ait des accidents. Et le gouverneur dit « Tenez-vous sage ». Et le général dit « Tenez-vous sage ». Mais la bête est à peine égorgée que des Aoukas se précipitent pour boire directement le sang à la gorge ou pour lécher la pierre. Alors, Madame Docteur commence le dépeçage. Le capitaine va mettre des estafettes et demande la réunion d'une nouvelle conférence. Car il s'agit de savoir si ce chien sera mangé cru ou cuit. On ne m'écoute jamais, dit le capitaine. C'est toujours la même chose. Il insulte ses soldats et réussit quand même à réunir la conférence. Le capitaine dit au gouverneur, il faut cuire ce chien pour que l'on puisse apporter les morceaux à ceux qui n'ont pas pu venir. Maimota, le chauffeur de camion, se propose d'amener le chien. Mais le gouverneur dit, Haouka, regardez, je vais vous montrer comment on découpe un chien avant de le cuire. Le méchant commandant donne des conseils au gouverneur qui n'en a pas besoin. Alors le méchant commandant s'adresse à Mukaila Kiri, l'homme tranquille. Il lui dit, il faut que l'on ramène des morceaux de viande
pour les hommes d'Accra qui ne sont pas venus. Il faut que l'on ramène du bouillon de ce chien dans des bouteilles de parfum vides. Et la locomotive continue ses allers-retours entre le palais du gouvernement et la pierre de sacrifice. Dès que la marmite est bouillante, les Aoukas, qui ne craignent ni le feu ni l'eau bouillante, plongent leurs mains directement dans le chaudron pour prendre les morceaux de chien. Le méchant commandant a le meilleur morceau, la tête. Mais la locomotive l'aperçoit et lui croque une oreille. Les boyaux aussi sont très recherchés. Et les Aoukas se disputent pour en avoir les meilleurs morceaux. Des morceaux de viande sont enveloppés dans des feuilles de bananier. Les bouteilles de parfum vides sont remplies de bouillon de chien. Il est tard. On a loué les taxis et les camions à la journée. Et si la fête ne se termine pas avant la fin de la journée, il faudra payer le tarif de nuit. Alors, un à un, les Aoukas s'en vont. Les aident, les guident vers le palais du gouvernement où se termine leur crise. Mais Gerba, la locomotive, ne veut pas partir. On l'a déshabillé. Il est toujours là. Il appelle Moukaïla. Il dit, Moukaïla, la fête de cette année a été très bien. L'année prochaine, il faudra faire 2 fêtes comme cela dans l'année, et nous, les Aoukas, nous serons très contents. Et c'est ainsi que de cérémonie en cérémonie, le rituel se fixe et s'établit. Puis la locomotive elle-même s'en va et la nuit tombe. Sur ses chiffons rouges, ses vêtements souillés, sur le palais du gouvernement. Le lendemain, nous sommes allés voir les Aoukas à Accra. Sur le marché du sel règne l'homme tranquille, Moukaïla Kiri. Et les Aoukas arrivent l'un après l'autre. Voilà commandant Mougou, qui reprend avec Moukaïla peut-être l'un des dialogues de la veille. Mais aujourd'hui, le commandant Mougou n'est plus impuissant, et sa bonne amie est toute contente. À côté se réunit une nouvelle conférence de la table ronde. Mais cette fois-ci, il ne s'agit plus de savoir si l'on mangera un chien cru ou cuit, mais simplement de jouer aux cartes. Madame Lokotoro, la femme du docteur, nous l'avons rencontrée chez Punjabi. Madame Lokotoro est magasinier. C'est un garçon peut-être un peu efféminé qui use beaucoup de vaseline pour cheveux, mais c'est un excellent vendeur. Le caporal de garde possède 3 camions. Il a le monopole de la vente des gravillons aux travaux publics d'Accra. Le lieutenant d'ordonnance est voleur à la tire. Il guette ses clients sous les arcades de la CFAO. Le général, dans le civil, est simple soldat. Et par un hasard extraordinaire, c'est devant le Mental Hospital, devant l'hôpital psychiatrique d'Accra, que nous trouverons l'état-major. Le gouverneur, le conducteur de locomotive, le conducteur de camion. Ils sont employés aux waterworks, aux travaux d'adduction d'eau de la ville.
ceux qui étaient punis comme Gerba se sont rasés les cheveux. Ils ne sont plus impurs. Et en voyant ces visages souriants, en apprenant que ces hommes sont peut-être les meilleurs ouvriers de l'équipe des Waterworks, en comparant ces visages avec ces visages horribles de la veille, on ne peut s'empêcher de se demander si ces hommes d'Afrique ne connaissent pas certains remèdes qui leur permettent de ne pas être des anormaux, mais d'être parfaitement intégrés à leur milieu. Des remèdes que nous ne connaissons pas encore. Je ne l'ai pas vu, je sais pas, depuis une bonne quinzaine d'années. C'est la première fois que je le revois. Rien n'a bougé. Enfin, tout est toujours là. C'est un des films les plus étonnants qu'on puisse voir, surtout quand on travaille avec des comédiens, évidemment. Alors, qu'est-ce qui avait attiré Peter Brook pour utiliser ce film dans le fait qu'il est dans l'apprentissage? C'est un film duquel il est très très difficile de parler. Si on le commente, si on dit voilà, ça veut dire ceci, ça veut dire cela, ça donne des renseignements sur la politique coloniale. Chaque fois, on le détruit, on l'abaisse. Le film a une dimension qui est proprement indéfinissable. Quand on dirige un groupe de comédiens et qu'on leur montre ça, on dit voici ce à quoi il faudrait tendre, d'arriver à cette possession consciente, à condition de le lendemain de se retrouver comme la veille. C'est quelque chose de... Comme je me rends compte même que ce que je dis là est très banal par rapport à ce que nous montre le film. Il y a un côté Artaud, il y a un côté théâtre de la cruauté aussi, alors. Il y a tout dedans. C'est-à-dire que, oui, il y a ça aussi, bien sûr. Il y a le fameux sacrifice du chien. Il y a... enfin, je sais pas, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que le film me touche énormément. Je comprends très bien les reproches qu'on a pu lui faire, y compris de montrer de l'Afrique une image dégradante, on l'a beaucoup dit, alors que pour moi c'est tout le contraire. C'est-à-dire que comme le dit la dernière phrase du commentaire de Jean, et comme il le dit lui-même, puisque c'est sa voix, quelque chose est atteint que nous ne connaissons pas encore. Et il avait l'air quand même de soulever les mystères, de soulever les énigmes. Il y avait quand même, dans ce film, parce que moi je me souviens d'une critique d'Akiro, je crois que c'était son prénom, enfin qui travaillait au Cahier du cinéma et qui disait et qui disait que pour lui c'était le seul film surréaliste de Rouge qu'il avait vu. Que c'était un film d'une puissance telle que effectivement il rejoignait un peu ce qui était voulu par Breton. On peut le rapprocher de La Zourdes de Buñuel, puisque ce sont deux films. Oui, parce que vous avez longuement travaillé avec Buñuel, donc. En 20 ans, oui. Donc, et c'est vrai on trouve dans la réalité ce que quelquefois on chercherait vainement dans l'imaginaire. Vive le surnaturel. Encore une fois, ne me faites pas parler parce que je ne sais pas quand dire. Il y a d'autres personnes ici plus qualifiées que moi. Eh bien, alors, on va leur passer la parole parce que c'est vrai que ce film... Il y a un monsieur ici dans la salle qui a écrit un livre qui s'appelle Le Sauvage Central. Alors, vous pourriez peut-être lui demander. Le Sauvage Central, certains d'entre vous l'ont peut-être vu, trouvé dans ce que l'on jetait dans les poubelles du Musée de l'Homme quand on a fait un certain déménagement. Ça désigne un centre du cerveau qui est assez mystérieux, qui est quelque chose du côté du tronc cérébral et pas très loin de l'hypothalamus, qui gouverne les émotions et puis qui trie parmi les informations dont nous disposons, celles qui sont pertinentes à un moment donné. Et les mécanismes de ce tri sont un des plus grands mystères de la neurobiologie. Et je crois que le film Devant illustre parfaitement le concept de sauvage central. C'est un livre que j'ai voulu amusant, écrit en vacances pour des gens en vacances. Et ma grande satisfaction espiègle, qui je crois aurait amusé Jean, c'est que certains libraires l'avaient classé entre La pensée sauvage de Claude Lévi-Strauss et quelques autres du même genre.
Bon, mais revenons à ce film. Et est-ce que certains du Musée de l'Homme qui ont côtoyé Jean ont un témoignage, quelque chose à... Il y a des gens qui le voyaient pour la première fois ce soir, par exemple. Écoutez, j'ai écouté ce que vous avez dit au sujet du film. Vous avez parlé de la cruauté à la Artaud, vous avez parlé de surréalisme, de Buñuel, que vous connaissez. Alors, personnellement, moi, j'ai pris le film comme quelque chose de tout à fait réel. C'est-à-dire, les choses se passent comme ça. Donc, nous sommes dans une ville, des êtres humains forment une secte. Je ne sais pas exactement pourquoi ils le font. On pourrait supposer, pour quelqu'un de totalement étranger à l'Afrique et au système de pensée de ces Africains, de ces êtres-là, que effectivement, il pourrait s'agir d'aller reconstituer quelque part, dans un endroit mystérieux, sous l'égide de quelqu'un de spécial, des choses que l'on peut accomplir et qui peuvent vous libérer d'un trop plein d'autres choses qu'on ne peut pas exprimer ni libérer en public et dans la cité. C'est-à-dire, au fond, de laisser aller le primaire, si l'on peut dire, l'intérieur total, quoi, les viscères, vous voyez, comme ça. Alors, en reprenant des personnages, effectivement, de gouvernement et qu'ils caricaturent en les jouant et dont ils se libèrent. Comme ça. Maintenant, le fait qu'on tue le chien ou un autre ou qu'on mange sa chair, ça me paraît assez normal. Je pense que ça se pratique à peu près dans beaucoup de civilisations. J'ai pas été... Bon, je suis déçu parce que j'aime les chiens et que je les mange pas, mais bon... ça aurait... Voilà, bon. Vous mangez d'autres animaux. Donc, j'ai pas été tellement... Enfin, j'ai pas été ni catastrophée, ni surprise, ni affectée. J'ai l'impression... peut-être à cause du fait qu'on voit depuis des années et des années beaucoup d'images, on a appris, même si on n'a pas été en Afrique, on a quand même appris beaucoup de choses. On a vu des images, on sait aussi comment... Bon, bref. Alors, c'est pas choquant, pour moi. C'est pas choquant, ça m'a pas choqué. Ça m'a instruite. Ça m'a appris de la même façon que le film précédent. Je crois que j'avais déjà vu, en revanche. Mais... le phénomène de possession, on en a toujours entendu parler, des possédés. La première fois que j'ai rencontré ce terme, les possédés, c'est chez Dostoïevski. Et j'en ai été tellement bien, j'étais bien dans ce livre. Voilà, j'étais très bien. C'est un livre que j'ai lu quand j'étais très jeune, et je crois que j'étais merveilleusement bien. Voilà. Bon, j'ai connu Jean quand j'étais très jeune. C'est pas la question, mais ce que je veux dire, c'est que dans ma famille, c'est très présent. Et j'ai présenté ce film à une de mes filles qui ne l'a pas connu, enfin, ou très peu, qui avait 20 ans. C'était il y a 2 ans. Cette jeune fille a vu beaucoup de films de vampires et autres conneries qu'on voit actuellement au cinéma. Et je voulais prendre la parole pour vous dire qu'elle a été complètement traumatisée par ce film. Donc c'est pas d'être habitué à voir des horreurs, en tous les sens du terme, qui... vous protège ou vous prépare à cette expérience. Voilà. J'ai une autre réaction. Pendant une bonne partie du film, je n'ai pas arrêté de penser à une fête chez les Malinqués du Niokolo au Sénégal qui s'appelle Commandant de Toulungo.
la fête du commandant. C'est une fête, j'ai eu la surprise un jour d'arriver dans un village qui m'était familier et en arrivant, je me fais arrêter par des policiers qui m'infligent une amende et puis après, il fallait que je demande une autorisation de permis de séjour et puis après, il fallait que je passe voir le maire et puis après, il y avait les écoliers qui défilaient à 7 en rang par 3 en chantant nos ancêtres les Gaulois et on était persécuté par l'administration, quoi que l'on fasse. Et puis, pour une raison ou pour une autre, on était emmené en prison. On devait rester en prison pendant un certain temps. Et tout le monde s'amusait beaucoup. J'ai un petit peu l'impression que, bon, c'est un endroit de la Brousse qui est quand même assez reculé, où il y avait certainement une pénétration désagréable, mais limitée de l'administration coloniale, et où on pouvait en rire. Avec les maîtres fous, quand on voit le gouverneur traité de cette façon, on se dit quand même que la vie urbaine est infiniment plus violente et que quelque part, c'est un commandant Touloumeau de la souffrance que Jean Rouch nous a montré. Et je pense que la violence des réactions sont aussi liées à la violence subie par ces gens-là. Alors moi, c'est la première fois, mais je voudrais juste dire 2 mots, reprendre un peu ce que la dame a dit, qu'elle avait montré le film... sa fille, c'est ça? Juste pour dire que ce que je trouve intéressant là, par rapport au film de Jean Rouch, même celui-là, c'est la première fois que je l'avais vu, c'est qu'il nous montre le réel. C'est-à-dire qu'il est auprès d'eux, bon, même s'il y a des coupes, il nous montre au jour le jour ce qu'ils font. Et par exemple, voilà, vous dites que les films de vampires, etc., ça montre des choses de fiction un petit peu dures, mais que ça choque pas par rapport à une chose comme ça. Ce qui est bien avec ce cinéma, enfin, je trouve qu'il faut que ça continue, qu'on monte ça aux plus jeunes même, parce que ça nous montre une autre réalité. Une réalité qu'on ne nous montre pas forcément dans d'autres cadres et qu'il faudrait encourager ça, et ce cinéma du réel, quoi. Vraiment. Je crois que le film est tourné dans une seule journée, hein. Je crois qu'il a eu... L'essentiel, oui. L'essentiel, oui. À part les scènes dans la ville. Mais la cérémonie, c'est une seule journée. Oui, tout à fait. Oui, on a beaucoup montré ce film avec Jean Rouch pendant des années, parce que bon, j'ai eu ce privilège d'avoir eu sa complicité sur quelques années. En fait, j'aimerais vous rappeler 2-3 petites choses que Rouch dit de ce film-là. C'était intéressant de l'entendre dire. Déjà, il se retrouve à Accra, pourquoi? Parce que Rouch a commencé à travailler au Niger. Et puis, quand il est rentré au CNRS, il a étendu son champ de travail aux migrations. C'est-à-dire que les Nigériens partent donc du Niger pour aller vers la Côte d'Ivoire, le Ghana. Donc, il suivait ses sonrailles là-bas. Effectivement, comme vient de dire quelqu'un, il y a la ville. Je crois que c'est professeur Langalé qui parle de ça. Donc, les brutalités de l'histoire. Dans ce film, en fait, il nous parle de la mise en scène de l'ordre colonial. Et les Français et les Anglais que les Africains ont rencontrés se retrouvent en ce lieu-là. Alors, ce qu'il disait, c'est que le soir où il a été chahuté au musée de l'Homme, où se trouvait donc Paulin Vieira, dont parlait Jean-Claude Carrière tout à l'heure, il a dit que Senghor était là aussi. Il est reparti meurtri avec son film sous le bras. Luc Deheusch lui a dit « Ne t'inquiète pas, ça sera un classique, ne le détruis pas ». Et il reçoit un coup de fil le lendemain. C'est Bromberger qui l'appelle, son producteur, qui lui dit « Il paraît que tu as fait scandale hier soir au Musée de l'Homme. J'ai chez moi ici Jules Dassin qui se cache, parce que Jules Dassin était aux États-Unis, que McCarthy voudrait attraper Jules Dassin. Est-ce que tu voudrais bien venir nous montrer ce film à la campagne où on mangera des cerises ce week-end? Ça te changera de Paris. » Et il part avec ce film, donc à la campagne, chez Jules Dassin, plutôt chez Bromberger, et avec le regard de Jules Dassin, il leur montre le film en privé. Et Jules Dassin dit à Bromberger, si tu trouves à Rouch la meilleure monteuse de la place de Paris, et ce film gonflé en 35, tu l'aides à le monter, ça sera un grand classique. Alors, il racontait souvent cette histoire pour montrer comment le film est sorti donc du giron de Griaule, et Bromberger l'a sauvé. Mais ce qui est encore plus intéressant pour lui, c'était l'idée que finalement, ces gens parlaient de quelque chose. Ces gens, en fait, c'est le regard, ce sont les Occidentaux qu'on a vus à l'écran. C'est l'expression de la violence occidentale que les Africains ont vécue, qui était donc montrée, vécue par ces gens-là. Cette bave-là, alors dans les séances, Rouch se mettait devant, il dit, c'est rien du tout, je peux vous la faire cette bave.
Donc il commençait à tourner sa langue dans la bouche. Et en fait, cette bave, pour lui, c'était l'expression de la colère des Européens, justement, que les Africains ont rencontré. Donc il y a énormément de choses dans Les Maîtres Fous. Je ne voudrais pas garder la parole très longtemps. Mais je pense que ce film, à chaque fois qu'on le voit, effectivement, peut choquer certaines personnes, comme il a pu choquer ces Africains à l'époque qui étaient des progressistes, qui voulaient une autre image d'eux-mêmes. Mais comme quelqu'un l'a dit, c'est quand même le réel. Et dans ce film-là, il y a déjà tout ce qui se passait dans le monde sans rail. Les Maîtres Fous arrivent comment? En fait, ils n'existaient pas dans ce milieu-là. À partir du moment où les Français ont pénétré, donc surtout la première moitié du XXe siècle en Afrique, ils ont rencontré une femme qu'on appelait Chibo, au Niger. Et c'est cette femme, la première fois, qui a été possédée. Et puis, cet commandant dont on parle et qui est parti à la Mecque et qui a ramené cette histoire, en fait, c'était un va-et-vient. Et ce qui s'est passé, c'est que les possédés traditionnels qu'on a vus dans le premier film tout à l'heure, donc, ont finalement étendu leur champ à ceux-là qui étaient carrément des dieux nouveaux, des Européens. Donc, Rouge aimait naviguer entre les deux choses, les possédés traditionnels, qu'on a vus dans le premier film, Initiation à la danse des possédés, puis tout ce qui va autour, hein, les rites de pluie, et ainsi de suite. Et puis ceux-là qui étaient d'autres gens, l'expression, donc, de la violence coloniale. Et ce film, en fait, à chaque fois qu'on le montre, c'était toujours ces réactions. Donc, peut-être, de notre temps, il faudrait peut-être préparer de temps en temps des gens, le public, avec 2-3 petits mots, pour qu'il n'ait pas ce choc électrique en voyant le film. Quelqu'un a parlé de vampire tout à l'heure. Une année, Arte l'a montré, ce film. Et Arte l'a classé dans la catégorie vampire. On était dans les années 90, et Rouge reçoit un coup de film, on dit que tu es chez les vampires. Vous voulez en dire un mot, peut-être? Non, je disais que c'était la soirée Labarthe sur Arte, oui. Et Rouge était furieux parce que le film qui avait été fait pour témoigner de la complexité de l'homme était ramené tout d'un coup sur les vieux clichés, la sauvagerie, etc. etc. Moi, j'aurais juste rajouté, dire simplement que je trouve que c'est un des, pour moi, des plus beaux films du monde. Il fait partie des 8 avec lesquels je voudrais t'enterrer. Tellement il est d'une évidence, d'une cruauté, mais d'une cruauté qui n'est pas celle des Africains, c'est la nôtre. Ça, on l'a assez dit. Parce que on y voit tout rouge, c'est-à-dire cette capacité à regarder un monde très très ordonné qui va se détruire et se métamorphoser pour un autre monde sous nos yeux sans montage, c'est-à-dire dans la profondeur du cadre. C'est là où il est très proche pour moi de cinéastes comme Mizoguchi ou comme John Ford, beaucoup plus que là où on voudrait le mettre du côté de Nanook ou du côté de Vertov où il y a quand même très peu de liens. Voilà. Dernière petite chose, il rappelait que dans ce film, pas un plan n'excède 30 secondes. Parce qu'effectivement, Jean-Claude Carré, il a tourné en une journée. Le micro, à défaut d'Amoureux, était sur place, mais ils ont dû attacher à un moment donné le micro sur un arbre. Donc toutes les 30 secondes, quand il remontait sa caméra, avec le ressort, il se mettait à réfléchir au plan d'après. Et quand ils sont rentrés chez eux le soir, ils étaient tellement mal, il dit, on a passé une journée horrible aujourd'hui. Et l'autre chose, c'est quand même Bazin, des Cahiers du cinéma, qui a montré l'importance, qui a souligné l'importance de ce film, et qui le premier a écrit cette critique qui montre, encore une fois, que ces gens à l'écran étaient quelque part, en fait, le miroir de nous occidentaux. Et Bazin rajoutait la chose suivante, il faisait le lien avec quelqu'un qui vient de disparaître maintenant, Alain Resnais, Les statues meurent aussi. Parce que c'était 2 films contemporains. Et dans l'article de Bazin, il cite les 2 films, il fait le lien. Bazin fait le lien, on peut retrouver l'article. Et justement, je parlais de Resnais, c'est au comité du cinématographique au Musée de l'Homme, donc, que Rouge a fait venir Resnais la première fois pour présenter Nuit et brouillard, quand il l'a fait, à propos de ceux qui étaient partis dans les camps. Voilà, donc il y a une histoire quand même liée à Rouge et au Musée de l'Homme qui est là assez forte. Voilà. Comme vous le disiez, je suis tout à fait de votre avis. Pour moi aussi, c'est un des 10 films qui ont, je ne sais pas comment dire, soulevé, porté ma vie. Mais ce qui est extraordinaire par rapport aux 9 autres, c'est que celui-là a été tourné en une journée. Un des films les plus impressionnants de l'histoire du cinéma, c'est Un jour de tournage. C'est le film le plus humaniste que j'ai vu dans ma vie. Parce que
parce que c'est vrai qu'on peut parler beaucoup de lui, mais les visages que je vois à la fin sont pour moi la chose la plus belle que j'ai vue de ma vie. Le visage souriant et pur. Ça m'a impressionné beaucoup. Et chaque fois quand je vois le film, j'ai ce sentiment-là. J'ai pas d'autres sentiments. Et c'est quelque chose de très beau pour moi. Finir sur un sourire. Oui. Et tu finis tes films sur un sourire? Non. Bon, d'accord. Il y a des bosquets dans les jardins du muséum. On pourrait peut-être aller y faire un tour. Excellente ensemble, idée, n'est-ce pas, hein? On vous laisse aller devant et on vous rejoint. Hein. Bien. Eh ben, merci infiniment à vous, Jean-Claude Carrière, d'être venu nous lire ces quelques mots de Jean, ainsi qu'à Yorgi. C'est pas du tout une peine ni un travail. C'est un vrai bonheur de se rappeler, à travers ce film et tout ce qu'on a dit de lui, un homme qui, pour moi, avant tout, était un homme de joie, était un homme joyeux. C'est ça qui m'a toujours frappé chez lui. Oui, ça, je vous rejoins, oui. C'est pas triste de venir parler d'un homme joyeux, quoi.